La première, 9h, 10h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Depuis quelques années, on a cessé de régulariser. Ce que nous voulions absolument, c'est éviter cet effet d'aspiration. Vous êtes prêt à mettre votre vie en danger? Moi, je suis prêt. Et je suis prêt. Grève de la faim, manifestation géante, action symbolique. La situation des personnes en séjour illégal a longtemps mobilisé en Belgique. Au fil des crises, des guerres, des famines, la Belgique a accueilli des centaines de milliers de personnes venues chercher refuge ou simplement venues dans l'espoir de trouver un avenir meilleur. La politique migratoire et les critères pour obtenir un titre de séjour sont de véritables enjeux politiques depuis au moins les années 70. C'est cette histoire émaillée de 3 grands moments politiques, 3 grandes séquences où la Belgique a largement régularisé les personnes en séjour illégal que nous vous racontons aujourd'hui. La première, l'histoire continue. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Depuis quelques années, on sent bien que la migration, la politique migratoire, l'accueil de ressortissants étrangers sur le territoire des pays, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, sont des questions qui cristallisent énormément d'attention de la part des partis politiques. En pointe, ce sont les partis d'extrême droite qui mettent en avant et mettent en place, quand ils sont au pouvoir, des politiques migratoires de plus en plus strictes, de plus en plus restrictives, mais c'est tout le champ politique qui s'empare de cette question, par exemple, pendant les campagnes électorales. Oui, et en Belgique, le gouvernement Arizona, mené par le Premier ministre Bart De Wever, souhaite mettre en œuvre, je cite, la politique la plus stricte dans le domaine, un programme qualifié par le gouvernement lui-même de strict mais juste et humain. Parmi les mesures qui figurent dans l'accord de gouvernement fédéral, on retrouve toute une série de notions comme le fait de limiter le regroupement familial, n'autoriser l'accès d'un réfugié aux aides sociales qu'au terme de 5 ans de présence et rattacher l'Office des étrangers, par exemple, à la police fédérale. Alors le contexte politique qui change nous a donné l'envie d'aller réécouter dans nos archives comment ces questions ont été traitées et quelle a été l'évolution politique et l'évolution des discours à travers le temps. Pour en discuter, nous recevons Société Ngo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du CIRE, la coordination et initiative pour les réfugiés et étrangers. C'est un organisme qui rassemble toute une série d'acteurs qui œuvrent pour le droit des personnes exilées avec ou sans titre de séjour. Vous avez donc un point de vue situé sur la question qui est celui de l'aide et de la défense des personnes exilées et réfugiées en Belgique. C'est avec ce point de vue que vous avez aussi une expertise solide sur l'évolution de la politique migratoire en Belgique. Dans les faits, aujourd'hui, est-ce que vous mesurez sur ces dernières années qu'il y a une évolution au-delà des discours politiques? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en Belgique que c'est de plus en plus difficile pour une personne qui veut s'installer en Belgique d'obtenir des papiers? Oui, on le voit très clairement au quotidien. En fait, il y a plusieurs situations. Il y a des personnes qui, par le durcissement des procédures, perdent leur titre de séjour et ne savent pas comment en récupérer un. Et puis, les personnes sont en attente. Elles savent l'histoire, la longue histoire. Donc, elles savent que, à plusieurs échéances, à plusieurs reprises, les autorités ont décidé de régulariser des personnes selon des critères temporaires et elles se disent que ça va arriver et ça n'arrive pas. Et il n'y a pas de critères dans cette attente. Et donc, oui, c'est extrêmement difficile, on le voit. Allez, on se replonge dans nos archives. Nous sommes en 2009. « 13 février 2009, place Poulaert à Bruxelles. Une pluie fine s'écrase sur les échafaudages du palais de justice. Les cris montent d'un cortège qui rassemble des milliers de personnes. Dans la foule, banderoles et pancartes au bout du bras, sous les casquettes et les parapluies, certains ont décidé d'oser parler à visage découvert face aux caméras. Je travaille actuellement, je travaille en noir, à moitié pied, à moitié prêt pour vivre. J'ai le loyer, j'ai tout. J'ai pas de papier. Dans le cortège, il y a aussi de nombreux étudiants. Depuis quelques semaines, les locaux de plusieurs universités sont occupés. Maintenant, ça va faire 2 semaines, un peu plus, qui sont à l'UCL, donc c'est une collaboration avec l'ULB. Donc en gros, voilà, c'est pour montrer qu'il y a un soutien étudiant aussi du côté de Louvain-la-Neuve, et surtout faire pression par nos autorités qui sont avec nous
vers les politiques, quoi. La ministre essaye de faire croire que l'électorat est contre les sans-papiers. Et aujourd'hui, on voulait prouver à notre niveau que la jeunesse est derrière les sans-papiers et que la jeunesse est ouverte à toute la misère du monde et surtout à toute la richesse du monde. Les universités sont mobilisées. Elles accueillent des grèves de la faim parfois spectaculaires. À la VUB, l'université libre flamande de Bruxelles par exemple, nous sommes le 14 avril et ils sont des dizaines d'hommes à ne plus manger depuis maintenant 58 jours. Des hommes prêts à tout pour faire passer leur message. Couchés les uns à côté des autres, à même le sol, dans un sous-sol sombre du campus universitaire. Vous êtes prêt à mettre votre vie en danger? Moi, je suis prêt, et je suis prêt. La mort, c'est rien. Je suis prêt. Ces grèves de la faim sont dangereuses. Alors des médecins bénévoles, membres de collectifs de soutien aux sans-papiers, restent pour veiller sur les grévistes. Vous voyez, les gens ne bougent plus beaucoup. Ils sont allongés, ils sont énormément fatigués, ont des douleurs partout, des maux de tête, des vertiges. Tout le monde se plaint de quelque chose. Et ça devient de plus en plus grave chaque jour. Depuis des mois, la situation des sans-papiers revient sans cesse dans l'actualité. Le gouvernement fédéral, mené par Yves Le Terme, rassemble les socio-chrétiens, CDNV et CDH, les libéraux, Open VLD et MR, et les socialistes francophones du Parti socialiste. Depuis le début, il y a un accord au sein de ce gouvernement pour améliorer la politique migratoire. Mais depuis le début de la législature, les choses patinent. Joël Milquet, CDH, veut absolument faire exécuter l'accord. Mais au sein du gouvernement, des freins sont apparus. Les acteurs principaux, il y avait la ministre en charge de cette matière à l'époque, qui était Madame Turtelbaum. Il y avait le Premier ministre qui était Yves Le Terme. Et puis c'est surtout des sujets qui, à un moment, ont été évoqués en Cairn. Ça n'a pas été beaucoup discuté, puisqu'on avait une fin de non-recevoir constante du même parti, qui était notamment le VLD. Les libéraux flamands, et c'est vrai, Patrick de Waal, qui a été ministre de l'Intérieur Open VLD, estime que ces grèves de la faim représentent un chantage. Moi, je trouve une grève de la faim tout à fait inacceptable et ce n'est pas de cette façon-là qu'on va arriver à un consensus. Et il n'y a pas que les grèves de la faim. Il y a aussi un autre argument qu'avance la droite flamande et qu'explique bien Guy Van Engel, lui aussi Open VLD. Ce que nous voulions absolument, c'est éviter cet effet d'aspiration qui permettrait à de nombreux demandeurs d'asile se situant en Europe et à l'extérieur de venir vers la Belgique. Cet effet d'aspiration ou l'appel d'air est entré dans le vocabulaire politique. C'est l'idée qu'en assouplissant les critères de régularisation pour les personnes qui sont en situation illégale, cela va forcément attirer de nouvelles demandes. Le débat politique sur l'accueil des clandestins, des illégaux, des sans-papiers, comme on les a appelés au fil des époques, remonte en Belgique à plus de 50 ans. Nous sommes en 1974. C'est aussi le mois de février. Et à Molenbeek, une manifestation est en train de s'envenimer. Je demande donc à tous les amis qui sont venus aujourd'hui de se disperser et de penser que ce dimanche 17 février, auprès des immigrés, c'est déjà une victoire. La lutte continue, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est que le début. Nous sommes au début des années 70 et depuis une dizaine d'années, un phénomène nouveau est apparu, celui des travailleurs clandestins. Phénomène observé par François Rigaud, professeur de droit à l'Université catholique de Louvain. Depuis une dizaine d'années au moins, la coutume s'était établie que les travailleurs venaient en Belgique simplement avec un passeport comme touristes, trouvaient du travail dans notre pays et puis obtenaient la régularisation de leur séjour. Et ce qui a créé, si vous voulez, le phénomène de la clandestinité, c'est que depuis quelques années, certainement depuis 70, on a cessé de régulariser, je dirais régulièrement, au fur et à mesure, les nouveaux arrivés, et on a ainsi permis que se constitue ce que j'oserais appeler un stock
de clandestins, un nombre assez considérable de travailleurs qui ont découvert que ces régularisations qui étaient généralement faites auparavant ne se faisaient plus. Est-ce qu'on peut évaluer le nombre de ces travailleurs irréguliers? Eh bien, c'est assez difficile. Des chiffres donnés ont oscillé entre 10 et 60 000. 60 000 me paraît beaucoup. Ce qu'on dit souvent, parce qu'il y en a dans tous les pays du marché commun, c'est qu'il y a environ 10% de travailleurs clandestins par rapport au nombre de ceux qui ont un titre régulier. Et comme il y a en Belgique environ 230 000 travailleurs étrangers avec un permis de travail, cela situerait le chiffre aux environs d'un peu plus de 20 000. Il y a donc des milliers, voire des dizaines de milliers de travailleurs illégaux sur le sol belge. Leur situation commence à se voir. Alors le gouvernement belge réagit et met en œuvre une réforme du droit des étrangers à très court terme. Quoi qu'il en soit, le 1er août, le gouvernement a pris des mesures en matière d'immigration. Tout travailleur étranger entré dans notre pays après le 1er avril doit quitter le pays. Ceux qui séjournaient chez nous avant cette date peuvent normaliser leur situation sous certaines conditions. Ces clandestins doivent notamment fournir la preuve qu'ils étaient chez nous avant le 1er avril, mais cela avant le 19 août, c'est-à-dire dans 5 jours. La réforme a été annoncée le 1er août 1974. Les travailleurs illégaux doivent rentrer leur demande pour le 19 août, en moins de 3 semaines, en plein milieu des vacances. Alors, comme il s'agit de travailleurs, ce sont les syndicats qui organisent des permanences dans l'urgence. À 5 jours de clôture du 19 août, qui est la date limite pour l'inscription des travailleurs clandestins qui n'ont pas de patron, on s'aperçoit, en faisant la permanence, qu'il n'y aurait que 20 à 25% seulement qui pourraient prouver soit leur séjour, soit leur travail en Belgique avant le 1er avril. Alors qu'ils ont travaillé quand même. Alors qu'ils ont travaillé quand même, et ils étaient tellement bien organisés, si je puis dire, dans la clandestinité, qu'ils ne peuvent fournir absolument aucune preuve. Ces clandestins avaient pris l'habitude de détruire toute espèce de preuve de leur passage en Belgique. Pourquoi? Et maintenant, bien, tout simplement parce que s'ils étaient pris et qu'ils pouvaient expliquer qu'ils étaient seulement en Belgique depuis 8 jours, l'attitude de la gendarmerie était généralement différente que si on parvenait à prouver qu'ils étaient en Belgique depuis 6 mois. Ils étaient touristes en quelque sorte. Ils étaient touristes, c'est pour ça qu'on les appelait les touristes d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, on leur demande de prouver qu'ils étaient ici avant le 1er avril. Il est évident que dans un certain nombre de cas, nous pouvons montrer à travers les témoignages individuels que les gens étaient ici. Bien, les témoignages oraux ne sont pas admis. Les témoignages oraux ne sont pas admis, la procédure est compliquée. Et puis, pour les observateurs comme François Rigaud, les craintes sont plus larges. Elles portent sur le futur. Le problème aussi, c'est d'éviter que le phénomène ne se reproduise à l'avenir. Le problème est évidemment beaucoup plus vaste. Il me semble qu'il y a 2 aspects qui restent et qui sont des aspects, disons, structurels, c'est-à-dire qui durent. Le premier, c'est le statut du travailleur étranger qui n'a toujours pas trouvé sa solution en Belgique, c'est-à-dire d'assurer aux travailleurs se trouvant en Belgique des droits et des garanties plus étendus que ceux qu'il a actuellement. Et le second, c'est la politique d'immigration. C'est-à-dire que le gouvernement arrête, et éventuellement en concertation avec les autres pays du marché commun, une politique à plus long terme. Et en effet, les travailleurs clandestins ne vont pas disparaître du sol belge, loin de là. Alors 25 ans plus tard, en 1999, une nouvelle régularisation rapide et massive doit être organisée. RTBF. Le journal. Franck Ruel au micro. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un grand titre dans ce journal, la nouvelle politique du gouvernement en matière d'immigration et de droit d'asile. Le Conseil des ministres a adopté aujourd'hui une note d'orientation générale. Il s'agit pour le gouvernement de définir une nouvelle politique globale en matière d'immigration et de droit d'asile. Pour le Premier ministre Guy Verhofstadt, il s'agit d'une réforme fondamentale à tous les niveaux. Parmi les critères énoncés par le ministre de l'Intérieur, le libéral Antoine Duquesne, il y a la tâche durable. Un mot nouveau. Vous a expliqué que vivre dans une communauté, dans son village, envoyer ses enfants à l'école, avoir des amis, participer à toutes les activités, comme vous faites, hein. Vous me demandez ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est pour vous des attaches durables? Ben, ce sont les mêmes. 40
000 personnes vont être régularisées grâce à ces nouveaux critères, mais 10 ans plus tard, de nouveau, l'application de la politique migratoire mène à de nouvelles manifestations, de nouvelles grèves de la faim, comme à la VUB en 2009. Les procédures sont trop longues, il faut des années pour avoir une réponse sur une procédure de demande d'asile. Et en 2009, donc, le gouvernement patine. Il faudra attendre un remaniement du gouvernement. C'est Herman Van Rompuy, lui aussi CDNV, qui reprend la place d'Yves Le Terme. La coalition est la même, mais le casting du gouvernement change, les discussions sont moins tendues et le gouvernement finit par tomber d'accord. Au milieu de la nuit, le gouvernement fédéral a donc trouvé son accord sur le dossier asile et immigration, en tout cas sur les futurs critères de régularisation des sans-papiers. Un accord, c'est un bon accord. We hebben een akkoord en het is een goed akkoord. On a cet accord, c'est un bon signal. Il y a un accord. Si je suis contente, vous n'avez qu'à interpréter. Un excellent accord, un bel accord. Un accord qui nous satisfait. Pas sur une réforme, pas sur une circulaire, mais sur une instruction. Les nouveaux critères de régularisation vont être temporaires. Les dossiers doivent être rentrés entre le 15 septembre et le 15 décembre 2009. Alors, dans les cabinets d'avocats spécialisés en droit des étrangers, c'est la course. Les questions sont innombrables et les critères de régularisation pas toujours clairement compris. Est-ce que c'est vrai le 15 septembre? Parce que dans l'Internet, comme ça, et les journaux, le 15 septembre, il y a la loi qui sont ouvertes pour tous les gens qui sont en Belgique depuis 5 ans. Ça, non, pas tous les gens. Ce ne sera pas pour tous les sans-papiers. Et comme je vous l'expliquais, il y a des nouveaux critères. Oui. Donc c'est pour le nouveau critère basé sur l'ancrage local durable. Vous êtes en Belgique depuis 5 ans et vous avez essayé de régulariser votre situation où vous avez été par le passé en séjour légal avant le 18 mars 2008. Plus vous montrez votre intégration par des témoignages, etc. Vous connaissez le français. Alors vous démontrez que vous avez un ancrage local durable en Belgique. Si vous entrez dans cette hypothèse-là, vous avez 3 mois pour compléter votre dossier ou introduire une nouvelle demande. Du 15 septembre au 15 décembre. Pour obtenir ces papiers, il y a 3 critères possibles. Soit la procédure de demande d'asile a été déraisonnablement longue, soit la personne peut démontrer un ancrage local durable, soit elle détient un contrat de travail. Dans les communes, qui doivent mener les enquêtes de résidence, vérifier si les personnes habitent bien là où elles le déclarent, comme ici à Saint-Gilles, les dossiers affluent. Bien, je vous emmène maintenant au bureau des étrangers, où vous allez pouvoir vous rendre compte du nombre de demandes que nous avons reçues. Voici toutes ces immenses piles de demandes de régularisation qui sont ici, vous voyez, et vous avez encore toutes ces piles qui sont dans l'armoire, qui sont déjà traitées. À l'Office des étrangers, l'administration en charge des demandes de régularisation voit aussi les piles de dossiers s'empiler, les caisses se remplir. Le patron de l'Office des étrangers, Freddy Rosemont, a demandé des renforts, des moyens supplémentaires au gouvernement. Heureusement, là, le gouvernement a directement compris ça. J'ai, sur base d'informations que j'avais à ce moment, fait une demande pour 60 personnes en plus, que le Conseil des ministres, c'est notamment le secrétaire d'État qui fait cette demande, mais que le Conseil des ministres a accepté. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'avec 60 en plus, on peut quand même prendre beaucoup de décisions supplémentaires. Dans les dossiers qui s'empilent à l'Office des étrangers, il y a des histoires personnelles, intimes. Et de nouveau, ressurgit cette question, pour toutes celles et ceux qui les ont remplis. Faut-il vraiment sortir de la clandestinité? C'est une question qui revient beaucoup chez les avocats. C'est des clandestins. Et donc, ce que demande la procédure de régularisation, c'est de sortir du bois. C'est de dire, j'habite à tel endroit, je suis clandestin, je demande d'être régularisé. On perd la relative protection de la clandestinité pour être visible de tout le monde. Et si on n'est pas régularisé, ça veut dire que ces gens risquent d'être arrêtés, donc doivent repartir dans une autre clandestinité. J'ai des gens qui sont là depuis 10 ans, qui ont leur petit appartement avec la situation difficile et précaire qu'on peut imaginer.
qui risquent de devoir déménager, de se réinstaller, de nouer d'autres contacts ou d'être arrêtés, expulsés. Donc ils ont peur, je comprends. En 2009, 25 000 personnes ont été régularisées. C'est la dernière opération à grande échelle de régularisation de la situation de personnes qui vivaient en séjour illégal sur le territoire belge. La première, l'histoire continue. On tente de mesurer aujourd'hui l'évolution de la politique migratoire en Belgique à travers ces 3 grandes régularisations de personnes en séjour illégal qui ont donc eu lieu en 1974, 1999 et la dernière en 2009. Alors c'est un sujet qui est compliqué, évidemment parce qu'il cristallise beaucoup d'enjeux, y compris des enjeux de procédure. On va en parler avec Société Ngo du CIRE. On va d'abord peut-être faire un peu de pédagogie, parce qu'il y a des procédures, il faut un peu les comprendre. On a évoqué donc les 3 grandes régularisations. En fait, c'est pas le seul moment où il y a des régularisations. C'est peut-être d'abord ça qu'il faut dire. Il y en a, je veux dire, un petit peu tout le temps. Moins maintenant qu'avant, mais il y en a toujours eu un petit peu. Oui, il y en a tous les jours, j'ai envie de dire. Une régularisation, c'est juste la délivrance d'un titre de séjour à une personne qui n'en a pas et qui est sur le territoire. Et donc, ces opérations, les 3 grosses opérations qui ont concerné des milliers de personnes en une fois, c'était juste un accord politique sur l'application de critères temporaires, d'une approche temporaire pour régulariser plus massivement des personnes. Où on élargit les critères. C'est tout. Voilà. Et une période. Tandis qu'aujourd'hui, en dehors de ces campagnes, eh bien, la loi prévoit que toute personne qui est sur le territoire sans avoir le titre de séjour peut le demander et donc peut introduire une demande de régularisation. C'est la loi qui le prévoit. Il y a un bureau à l'Office étranger qui s'en charge. Aujourd'hui, qui a le droit à un titre de séjour? Donc c'est quoi les règles à partir du moment où on dépose une demande pour un titre de séjour, en dehors donc de ces grands événements qui ont permis des régularisations plus larges? Aujourd'hui, c'est quoi les critères pour avoir un titre de séjour en Belgique? Alors aujourd'hui, personne n'a ce droit. Parce qu'il ne s'agit pas d'un droit. On a le droit à obtenir un titre de séjour pour un regroupement familial. Il y a une procédure bien décrite. Mais en dehors de ces situations d'études ou de regroupement familial, par exemple... Regroupement familial, c'est si une personne de la famille vit déjà sur le territoire belge, a un titre de séjour et fait venir, par exemple, ses enfants... Ou son conjoint. Ou son épouse. Voilà. En dehors de ces situations assez circonscrites, personne n'a un droit et il n'y a pas de critères écrits dans la loi. On peut demander une faveur et la loi parle de pouvoirs discrétionnaires dont les autorités bénéficient pour décider si dans ce cas-là, oui ou non, un titre de séjour est accordé. Et qui aujourd'hui obtient des titres de séjour ? Alors, des personnes, on sait que plusieurs milliers de personnes, ça se compte entre 3 et 4 000 personnes par an, obtiennent un titre de séjour, mais il y a une opacité totale et une incompréhension sur qu'est-ce qui conduit finalement l'Office étranger à délivrer un titre de séjour dans une situation et pas une autre où et les personnes concernées comparent bien souvent leur situation en disant « mais je suis dans la même situation » et ce n'est pas motivé. C'est juste la délivrance du titre de séjour qui est enfin accordée. Mais aujourd'hui, c'est quoi ? C'est principalement des demandes d'asile, des gens qui sont réfugiés. On ne sait pas, on ne peut pas savoir exactement quels sont les profils, entre guillemets, qui obtiennent un titre de séjour en Non, on essaye d'ailleurs, parce que nous, dans tous les services sociaux de première ligne, tous les acteurs de ce secteur sont interrogés. Les avocats, en premier, essayent de savoir c'est quoi qui marche pour essayer de conseiller les personnes et de pouvoir introduire des demandes en connaissance de cause et de faire sortir les personnes de leur clandestinité. Mais en fait, on n'arrive pas à déchiffrer la politique qui est menée. Est-ce que c'est le fait d'avoir des... On sait qu'il y a une approche favorable, ça n'est pas encore déterminant, mais une approche favorable pour les situations où il y a des enfants scolarisés depuis plusieurs années dans l'enseignement obligatoire. On a l'impression que ça tourne autour de 10 ans de présence sur le territoire, avec des enfants scolarisés donc depuis 10 ans. Mais c'est pas systématique. Avoir des membres de la famille, avoir un ancrage, donc une vie sociale bien remplie, un nombre d'années de séjour sur le territoire, des vieux critères dans les 3 opérations de régularisation, ça n'a pas l'air d'être aussi déterminant que ça. Alors, ce qui est intéressant dans le récit d'Hélène, on entend, si on revient dans l'histoire de ces régularisations en 1974, il y avait comme pas de problème, on arrivait un étranger ici, il avait un contrat de travail, il était régularisé, puis à un moment donné, on arrête de régulariser, et là se crée une première bulle, je ne sais pas si on doit le dire comme ça, un problème, et donc une première grande régularisation. C'est comme si, quelque part, ce sont des décisions politiques
qui avait créé le problème? Ou est-ce que c'est parce qu'on a eu des vagues migratoires qui ont elles aussi suscité cette question? Parce que c'est difficile de comprendre pourquoi à un moment donné on a eu ce problème de devoir régulariser. C'est parce qu'il y a eu beaucoup d'arrivées en même temps ou parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et qui ont créé une bulle? Alors, un peu de tout, j'ai envie de dire. Les années 70 se caractérisent par l'arrêt, le stop, ce qu'on appelle le stop migratoire, mais aussi la loi qui régit l'ensemble du droit des étrangers, c'est la loi de 80. Il y a eu les lois antiracistes aussi à ce moment-là, et donc il y a eu un momentum où les autorités et la société civile se sont dit, maintenant il faut organiser les choses. Qu'est-ce qui a commencé? En tout cas, on le voit bien qu'il y a eu un momentum entre l'antiracisme, la situation de ces travailleurs flous, et qui répondent manifestement à des besoins économiques. Oui, parce qu'ils ne s'arrêtent pas d'arriver. C'est pas parce qu'on fait une loi et qu'on arrête de régulariser au jour le jour que ces travailleurs arrêtent de venir. Non, ni en 74, ni aujourd'hui. En fait, les situations de mouvements migratoires, donc les allées et venues, ont continué de se produire. Ce qui a changé, c'est le cadre. Le cadre et la sensibilité politique à l'égard de ces situations, très clairement. Mais qu'est-ce qui a changé dans le cadre ? Eh bien, on a rigidifié. Donc, on a voulu organiser en pensant les choses, en se disant, la logique, c'est... C'était plutôt une bonne intention. Dire, et on entend que c'est une demande aussi d'avoir une politique migratoire en Belgique qui soit claire. Qui soit clair, mais on le sait très bien, les recherches, les académiques le montrent, le côté positif de l'histoire, c'est les lois antiracistes. Le côté cadrant, et donc pas forcément très positif, c'est la loi de 80, qui organise et qui, dès lors qu'on parle de procédure, des personnes respectent les procédures, rentrent dans les critères, les situations visées, et d'autres pas. Et donc ça a été vraiment pensé comme quelque chose d'équilibré à ce moment-là, et nécessaire, mais ce cadre a rigidifié, a essayé tantôt de prévoir des conditions à remplir pour certaines situations, et puis à laisser de côté l'ensemble du fourre-tout des situations de séjour, les régularisations. Et au fil du temps, on a vu, si je comprends bien, en 1974 une première fois, et puis en 1999, et puis en 2009, que finalement ceux qui sont laissés dans cette espèce de fourre-tout viennent grandir la masse des gens qui sont en attente. Et à un moment donné, c'est plus tenable. Il faut faire quelque chose parce qu'il y a trop de monde quelque part qui est soit complètement illégal, soit en attente d'une décision. Et donc on trouve une solution alors qui n'est plus une solution de droit mais qui est une solution politique. Oui, effectivement, et où le politique essaye d'adopter des mesures parfois contestées et contestables et qui sont parfois annulées même, ça a été le cas en 2009, mais tout d'un coup ça n'est plus tenable. Tout d'un coup on voit sortir des situations d'enfants, de femmes, d'hommes, de personnes âgées qui sont là depuis toujours, on a l'impression depuis toujours, qui ont manifestement fait leur vie. Il y a aussi parfois une situation, c'était le cas en 2009, mais une situation dans les structures d'accueil de demandeurs d'asile qui parce qu'on sait que la Belgique explosive. Est tenue, à partir du moment où une personne a introduit une demande d'asile, la Belgique est obligée, et ça fait partie du droit international, d'accueillir ces personnes. Et là, il y a eu aussi cet effet quelque part d'entonnoir où à un moment donné, les structures d'accueil, elles sont complètement gorgées parce que justement, il y a personne qui en sort en fait. Mais il y a personne qui en sort parce que c'est une histoire qui se répète. C'est l'histoire continue vraiment. C'est une histoire qui se répète. Les procédures d'asile et de séjour voient leur durée s'allonger. On renforce les instances concernées, mais elles ne parviennent pas à assurer. L'objectif a toujours été des procédures courtes. On parle souvent de 6 mois. Ça paraît réaliste et raisonnable. Aujourd'hui, la demande d'asile, elle dure. Il y a encore des personnes dans les centres d'accueil qui attendent depuis 4 ou 5 ans. Et puis, ça devient difficile, au bout de 4 ou 5 ans, de dire c'est fini et maintenant il faut rentrer. Et on a vu en 1974, en 1999, en 2009, la société belge à un moment donné aussi se mobiliser, et ça s'est manifesté à travers des manifestations, etc. Avec parfois, au fil de l'histoire de la Belgique, beaucoup de monde, la société belge qui dit ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. C'est la même mobilisation, la même indignation, j'ai envie de dire, que des situations comme Touche pas à mon pote. On a vu en France les mêmes mobilisations dans certaines églises, certains lieux de mobilisation des personnes sans titre de séjour. Et donc oui,
À un moment, les acteurs de ce combat-là, la société civile, les syndicats, des collectifs... C'est pas forcément chaque Belge lui-même qui se mobilise. C'est quand même des mobilisations structurées, effectivement, par le monde associatif, par l'Église aussi. Par les cultes, oui. L'Église et l'Église du Béguinage, déjà, jouaient un rôle. Le curé de l'Église du Béguinage a joué déjà un rôle important à ce moment-là. Les syndicats aussi, on le dit. Les syndicats, le ciré, beaucoup d'acteurs se sont dit, ça suffit. Il faut pouvoir avoir du soutien et il faut pouvoir émouvoir, indigner nos concitoyens sur la situation de ces milliers de personnes. Et ça s'est construit à travers le temps. Et ça a permis que l'indignation citoyenne devienne une indignation politique et aboutisse à une solution. On parlait des syndicats, le monde du travail et aussi du marché du travail avec ce besoin de travailleurs. Il y a aussi des employeurs qui demandaient, je m'en souviens bien en 99 par exemple, qu'il y ait régularisation parce qu'ils avaient des employés ou des ouvriers qui étaient là depuis des années. Et ça les mettait en difficulté même de recrutement. Donc en fait, c'est aussi le monde du travail qui vient à un moment donné, tant syndicats qu'employeurs, parfois demander aux politiques de régler un problème, que ce soit populaire ou non. C'est toujours le cas. Les syndicats sont vraiment une force moteur dans ce combat-là. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose encore aujourd'hui, hier comme aujourd'hui, les syndicats sont très présents. Parce que oui, on le sait, des secteurs entiers de notre économie fonctionnent avec des forces de sans-papiers. Et il n'y a pas si longtemps encore, au moment d'une des dernières grèves de la faim importantes, on a vu une carte blanche être signée par des fédérations d'employeurs, au nord comme au sud, en disant « il faut une campagne de régularisation ». La première, l'histoire continue. Et on revient dans cette émission sur l'évolution de la politique migratoire en Belgique, avec notamment ces 3 opérations de régularisation qui ont eu lieu en 1974, en 1999, en 2009, et avec Société Ngo, qui est directrice du CIRE. Société Ngo, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre de personnes qui sont en situation illégale ? C'est peut-être la première question. Et puis celle qui demande une régularisation. Alors, c'est parler de la boîte noire, donc c'est très difficile, mais il y a une étude récente, universitaire, qui semble tabler sur les tables de mortalité. Voilà, donc c'est la première fois qu'on a une étude qui ne fait pas une estimation sur base de l'aide médicale urgente, des affiliations chez les syndicats ou des accidents du travail. Ici, une étude s'est dit, on va regarder dans les tables de mortalité combien de personnes étaient sans papier pour essayer de remonter à un chiffre qui paraît plausible. D'accord. Et les personnes sans papier sont estimées à 115 000 en Belgique. Donc hommes, femmes, enfants, personnes âgées. 115 000. C'est invérifiable à ce stade puisque les personnes sont dans la clandestinité. Par définition. Quant à savoir combien de personnes introduisent leurs demandes, l'Office des étrangers n'est pas d'une plus grande transparence en la matière. D'autant que les demandes de séjour, elles sont diverses et multiples. Il y a des personnes qui sont dans un regroupement familial, mais qui l'introduisent sur le sol belge. Et donc, ça rentre dans le gros fourre-tout, le gros sac. Et donc, on ne sait pas combien de personnes introduisent une demande d'asile, une demande de séjour. En tout cas, 112, 115 000 personnes sans papier en Belgique aujourd'hui, c'est énorme. Est-ce qu'on sait si c'est un chiffre qui est en augmentation ? Vous disiez évidemment que c'est compliqué et que les méthodes pour compter évidemment sont à chaque fois un peu de la rétro-ingénierie, c'est compliqué de savoir. Mais est-ce qu'on a une idée ? Est-ce que ce nombre est plutôt en augmentation ou pas ? Oui, ce nombre malheureusement augmente et on le voit. Il augmente... parce que nous, ce qu'on appelle la fabrique des sans-papiers. Donc ça veut dire des dysfonctionnements dans les procédures. Des procédures trop longues, trop rigides, qui refusent un document alors que ce document établit la condition à remplir pour obtenir un titre de séjour. Et donc il y a des fabriques de sans-papiers. Les personnes, il est question de stock, c'est un mot très désagréable à utiliser, mais dans des quantités pareilles concernant des personnes, il faut se rendre compte qu'on crée une situation. Et donc oui, chaque année, les personnes sans papier augmentent en Belgique. Est-ce qu'elles augmentent parce qu'il y a de plus en plus de monde qui vient en Belgique ou est-ce qu'elles augmentent parce qu'on régularise de moins en moins leur situation ? C'est la deuxième option qu'il faut retenir. Donc, on régularise de moins en moins et les procédures sont de plus en plus strictes. Donc, une personne, on parlait des étudiants, les étudiants étrangers, s'il y a un problème qui se passe au moment de leurs études, avec leurs garants ou que sais-je, peuvent éventuellement tomber dans la case sans papier, mais continuer essayer de s'accrocher à leurs études. Elles n'en demeurent pas moins sans papier et ne parviennent pas à obtenir, ne parviennent plus à revenir. Donc on a aussi des gens qui ont eu un séjour légal, mais qui se retrouvent plus souvent dans cette case sans-papiers. C'est la plupart des sans-papiers, en fait. La plupart des personnes sans-papiers en Belgique
ont eu un titre de séjour à un moment. Et on finit par le perdre. Que ce soit un titre de séjour parce que études, travail, on est conjointe d'une personne autorisée au séjour ou d'une personne belge, on est dans une procédure d'asile, et puis quelque chose se passe. La procédure se termine et on tombe dans la clandestinité. Des personnes qui arrivent complètement clandestinement et qui restent dans la clandestinité, ça arrive aussi, mais c'est vraiment pas la majorité des cas. Mais Société Ngo, sur le contexte politique, on sait qu'en Espagne, par exemple, ils viennent de faire une grande opération de régularisation, là aussi liée à une réalité du marché du travail, avec une croissance espagnole qui est assez importante. C'est un gouvernement de gauche aussi, en Espagne. Ça joue certainement, mais il y a aussi la réalité du monde du travail qui a imposé quelque part aux Espagnols de prendre des décisions. Alors chez nous, on voit bien dans nos derniers sondages, notamment effectués par la RTBF et la VRT, qu'il y a quand même une majorité de la population, on est presque à 80% en Flandre, un petit peu moins en Wallonie, mais bref, de gens qui veulent qu'on reprenne la main sur l'immigration. Ils veulent moins d'immigration. Ça compte évidemment dans les choix que le gouvernement a fait. Il essaye de répondre à cette demande sociale. Comment vous essayez de vous positionner par rapport à ça? Il y a une demande sociale de maîtrise des flux migratoires. Et puis, il y a cette réalité de 115 000, 120 000 personnes sans papier en Belgique, et dont vous appelez à la régularisation. Comment vous faites pour vivre avec ces deux réalités? Alors, moi, je pense que la première réalité qui est évoquée, c'est vouloir reprendre la main. Oui. C'est clair, on le voit, on voit dans les sondages. Mais quand on vient nuancer, d'autres sondages ont été faits, notamment par le CNCD. Si on interroge la population, au nord comme au sud du pays, en disant « Est-ce qu'il est normal que quelqu'un qui travaille obtiennent un titre de séjour, majoritairement, les personnes disent « Ben oui, on ne comprend pas que quelqu'un qui travaille, qui répond à un besoin économique manifestement, ben on lui bloque la route en le privant de statut. » C'est un peu de la dissonance cognitive aussi, oui. Qu'on a parfois tous entre nous. Moi, j'ai déjà discuté pendant la campagne, je m'en souviens très bien, avec quelqu'un qui était très dur sur l'immigration, mais qui était favorable à la régularisation de quelqu'un qu'il connaissait dans son village, qui avait un travail dans l'école de son village. C'est toujours comme ça. Oui, mais c'est toujours comme ça. Comment est-ce que vous vivez avec cette dissonance? Mais on essaye d'expliquer aux personnes que la massification, donc la politique migratoire, en fait, ça n'a pas de sens. Il y a des politiques migratoires. On parle de personnes, on parle de vécu, de situations différentes, et le discours politique qui tend à massifier ces personnes et à déshumaniser, eh bien, permettent le rejet catégorique, là où dès qu'on s'intéresse à l'individualité, eh bien même une personne avec des convictions très fortes à droite ne comprend pas pourquoi on en est là aujourd'hui. On entendait dans le reportage les manifestations, le soutien, la mobilisation. Est-ce que c'est quelque chose qui existe encore au même niveau? On a quand même le sentiment que, et ça accompagne ce que disait Bertrand à l'instant, qu'il y a de moins en moins de grandes mobilisations sur ces questions-là. Ben je ne crois pas qu'on peut parler de moins grande mobilisation. Quand je repense dans les dernières années, la grosse grève de la faim qui a été menée par un collectif de sans-papiers, l'USPR, à l'église du Béguinage, elle a été très longue. Elle a été très documentée et elle a rassemblé autour de son combat de nombreux acteurs. On a vu de nouveau, et ça faisait très longtemps, de nouveau des acteurs. Ça, c'était quand ? C'était en 2021, c'était pendant le Covid, donc ça a été un peu invisibilisé là, mais il y a quand même une énorme mobilisation. Des universités sont de nouveau montées au créneau, des artistes. Il y a eu malgré tout, et ça ce qu'on voyait moins dans le passé, un plus grand clivage entre les acteurs francophones et les acteurs néerlandophones. Et puis quand on voit ce que la plateforme citoyenne a pu mobiliser, c'était pas à travers pour les personnes sans papier et des critères de régularisation, c'était les migrants en errance, en transit vers l'Angleterre, mais on a vu quand même une énorme mobilisation citoyenne, et là, pas construite par des acteurs de la société civile. Donc, il me semble que les mobilisations existent, mais s'expriment moins, différemment, on va dire. C'était il y a 14 ans, la dernière grande régularisation, le grand assouplissement temporaire des critères sur la question des titres de séjour. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous entrevoyez la possibilité politique que ça arrive encore, ou est-ce que là, c'est pas envisageable? Alors politiquement, on a un gouvernement fédéral, parce que l'essentiel des mesures repose sur le fédéral, un gouvernement fédéral qui tient à chaque occasion à dire il n'y aura pas de régularisation collective. Il n'y a jamais eu de régularisation collective, c'était des critères plus massifs, mais c'était pas toute personne qui est là, comme en Espagne, obtient un titre de séjour. Il y avait des critères à remplir individuellement. Il n'empêche que je suis d'un naturel optimiste, et je pense que dans cette situation, il faut le rester. C'est insensé, et surtout en écoutant l'histoire de 3 périodes de régularisation, de constater qu'il y a des blocages, des dysfonctionnements qui créent
ces milliers de situations d'individus, qu'on se réjouit d'avoir trouvé des accords à certains moments en se disant c'est un bon accord, mais qu'on a laissé les choses se reproduire. Ces dysfonctionnements n'ont jamais été réglés. On a mis un petit sparadrap, et puis ça a fuité, évidemment. Et donc, on se retrouve encore aujourd'hui avec 115 000 personnes en situation irrégulière en Belgique. Ça n'a pas de sens. Et j'ai l'impression que politiquement, il va bien falloir reconnaître, ne serait-ce que par le travail, il va bien falloir reconnaître qu'il faut faire quelque chose. Que le discours qui est tenu de dire pas de régularisation, oui, fiscale, oui, mais pas administrative, ça ne va pas pouvoir tenir très longtemps. Le gouvernement wallon a mis une petite phrase dans son accord de gouvernement qui ouvre une petite brèche. Et donc, même des partenaires comme les engagés, l'héritier du CDH, mais le mouvement réformateur, reconnaissent qu'au niveau de l'emploi, ça ne va pas. Et donc, j'ai tendance à penser que ça va finir par arriver. Merci beaucoup, Société Ngo, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice du CIRE, la coordination et initiative pour les réfugiés et les étrangers. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy, coordonnée et préparée par Émilie Malice.